Cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Thierry Dutour, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence HDR à Sorbonne Université. Ce n'est pas la première fois que vous venez au micro de Storia Voce. Je vous ai reçu ici même pour évoquer votre ouvrage La France hors la France, l'identité avant la nation, 12e, 15e siècle, un ouvrage paru chez Vendémiaire, et vous venez de participer à l'ouvrage collectif La construction de l'État monarchique en France de 1380 à 1715, dirigé par Michel Figeac et coécrit avec Gauthier Mingou et Pauline Valade. Alors je recevais la semaine dernière le directeur de cet ouvrage, Michel Figeac, afin de mieux comprendre le concept d'État, et je recevrai la semaine prochaine Pauline Valade afin d'évoquer l'époque moderne. Vous l'aurez donc compris, chers auditeurs, nous allons nous pencher cette semaine sur l'histoire médiévale. Une première question, Thierry Dutour. Dans votre introduction, vous en appelez à Marc Bloch, en rappelant que les institutions politiques en général ne peuvent se comprendre qu'en prenant en compte les courants d'idées, la relation. Évoquer les institutions, c'est évoquer une communauté politique, alors que le pouvoir précisément n'est pas envisagé comme une relation. Le pouvoir était envisagé comme une relation par Marc Bloch, mais il voulait surtout, je pense, rompre des lances contre une vision des choses consistant à insister peut-être exagérément sur l'autonomie des institutions par rapport à l'univers social dans lequel elles se concrétisent et dans lequel elles existent, et donc devant une vision peut-être un peu trop juridique, pourrait-on dire, sans que ce doive être pris comme une critique, bien entendu, de l'histoire du droit, qui au contraire est attentive à la société dans laquelle les institutions prennent vie. Mais c'est avant tout ça qu'il voulait souligner. On ne peut pas comprendre les institutions sans comprendre les valeurs, les croyances et l'organisation de la société dans laquelle elle fonctionne. Alors, sur ce livre, La construction de l'État monarchique en France de 1380 à 1715, il y a deux mots que j'ai trouvé merveilleux, que j'ai découvert véritablement, c'est l'idée de contrat et l'idée de consensus. Marc Bloch, d'ailleurs, évoquait l'idée d'un contrat. Alors, on pense, bien évidemment, sur le plan politique, au contrat social de Rousseau, mais qu'en est-il pour la monarchie à l'époque médiévale? Que signifie cette notion de contrat à l'époque médiévale? Le rapprochement avec Rousseau est moins incongru qu'il y paraît, car Rousseau devait beaucoup à l'histoire du droit et à la connaissance qu'il avait du droit romain, où est née la notion de contrat. Tel qu'il est compris dans les temps médiévaux, il est une réciprocité des obligations qui se comprend dans le cadre notamment de la relation vassalique entre le suzerain et son vassal, qui est faite dans l'inégalité certes, mais d'obligations réciproques. Et cette idée du contrat a en quelque sorte fécondé, a eu une influence dans la plupart des types de relations humaines. Et à ce point de vue-là, on peut parler d'une monarchie contractuelle, dans la mesure où le gouvernant prend des engagements, et ces engagements sont un préalable à l'obligation de la fidélité qu'on lui doit. L'engagement du gouvernant vient chronologiquement avant la fidélité qui peut lui être due. D'où, au bout du compte, un mode de gouvernement qui fonctionne par le consensus, dans lequel le gouvernant est autant arbitre que chef, au sens où on entendrait ce dernier mot aujourd'hui. Alors on parle d'État, puisque le thème de ce livre est la construction de l'État monarchique en France de 1380 à 1715, un livre paru chez Armand Collin. On parle de nation, à tort, parce qu'il s'agit d'un anachronisme. Vous avez évoqué dans votre ouvrage cité en début d'émission une identité française. Faut-il plutôt ici parler de dynastie à l'époque médiévale? Est-ce que la dynastie
prime sur, au fond, l'ensemble des concepts. Oui, et notamment au plan politique, c'est-à-dire que la fidélité, l'allégeance vont à une dynastie, dans le cadre d'une construction politique, mais à une dynastie. Et concrètement, à un moment donné, à une personne, qui est le représentant de cette dynastie. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'État, mais ça signifie que l'État n'est pas conçu de la même façon qu'aujourd'hui. D'où d'ailleurs toutes les interrogations sur la construction de l'État. Le titre de l'ouvrage reprend l'intitulé du programme de concours, puisque c'est un ouvrage qui est destiné en toute priorité actuellement à ceux qui préparent un concours, et son titre, en reprenant le programme du concours, reprend par la force des choses l'idée de quelque chose qui s'est construit dans une évolution, et par conséquent d'un type d'État qui a fini par en remplacer un autre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant celui qui a remplacé, il y en avait bien un. L'État précède la nation ? Oui. Et l'État l'a construit. C'est d'ailleurs le cas le plus général dans la construction des nations. Massimo d'Azeglio, qui a été président du Conseil italien au moment de l'unité, avait dit, la phrase est restée célèbre, « Nous avons fait l'Italie, maintenant il faut faire les Italiens ». Faut-il parler, parce qu'on évoque la dynastie, donc la couronne de France, faut-il parler de la couronne de France, du royaume de France, puisque on ne peut pas parler de la nation France, puisque c'est encore une fois un terme anachronique. On peut parler du royaume. Le royaume a une existence dans des frontières de souveraineté qui ont été définies au traité de Verdun en 843. Par lequel les fils de l'empereur Louis le Pieux se sont partagés le royaume franc. Donc le royaume est un cadre stable. Ses frontières, d'ailleurs, pendant plusieurs siècles, n'ont pas évolué, sauf sur des points de détail, et ne commencent à réellement bouger qu'à la toute fin du Moyen-Âge. Et on peut parler de couronne à partir du moment où elle est conçue comme une sorte d'objet impersonnel, qui existe dans la succession de ceux qui l'incarnent, mais un objet impersonnel qui ne cesse pas d'exister quand celui qui l'incarne meurt et laisse la place à un autre. À partir d'un certain moment, elle est conçue comme une espèce de personne morale. C'est Sugère, je crois, qui distingue précisément la couronne de la personne, et qui, en quelque sorte, anonymise cette couronne. Au fond, le roi est mort, vive le roi. Il y a un principe qui est supérieur à la personne. C'est ça. Simplement, ce principe a mis du temps sinon à s'élaborer sur le plan intellectuel, du moins à se concrétiser dans des pratiques politiques réelles. Le roi est mort, vive le roi, c'est le XVe siècle. Sugère, c'est le XIIe siècle. Donc il y a toute une évolution dans laquelle prend forme dans des pratiques l'idée de l'impersonnalité et de la pérennité de ce qu'on n'appelle pas encore, mais qu'on appellera l'État. Alors, faisons un peu l'état des lieux, si vous me permettez l'expression, Thierry Dutour. Le français est minoritaire. Il y a d'ailleurs une indifférence à l'unité linguistique. Oui, totale et absolue. Totale et absolue. Les constructions politiques médiévales sont très généralement plurilingues. Le royaume de France l'est. On sait très bien que dans son tiers sud, on parle des dialectes d'oc, et dans sa moitié nord, des dialectes d'oïl qui, dans leur ensemble, constituent ce que nous appelons le français. Donc il y a, d'un point de vue linguistique, deux France. Si on entre dans le détail, c'est encore plus compliqué que ça. Mais ce n'est pas un cas particulier. Le royaume d'Angleterre a été gouverné pendant plusieurs siècles par des rois dont la langue maternelle était le français. Des empereurs avaient le français comme langue maternelle. Donc ce n'est pas une situation particulière, et l'indifférence à ce qui pour nous serait une question linguistique est un cas général. Ce n'est pas un sujet. Il n'y a pas de question linguistique. Il y a des gens qui parlent une langue, ça les regarde. À partir du moment où ils remplissent les obligations qui concrétisent la fidélité et qui sont les leurs. Alors le droit lui-même n'est pas un droit
unifié. Est-ce qu'on peut parler malgré tout de l'émergence de ce qu'on appellerait un droit français? Non. Non. Le droit français, c'est une invention du XVIe siècle, qui est d'abord une invention polémique dans le contexte d'un mouvement chez les juristes qui vise à secouer la tutelle du droit romain sur le droit. C'est à ce moment-là que l'expression droit français apparaît dans les années 1560. Et elle n'est vraiment consacrée que par l'édit de Saint-Germain en 1679, qui prévoit un enseignement du droit français. Donc, pour les temps médiévaux, c'est un anachronisme complet que de parler de droit français. À moins que l'on entende par là un droit qui est lié à une langue et à des conceptions qui sont partagées dans un espace linguistique. Mais dans ce cas-là, français ne prend plus un sens culturel, français prend un sens, ne prend plus un sens politique, prend un sens culturel, et alors il faut se rappeler que la common law a d'abord été enseignée, pensée et écrite en français, avant de l'être en anglais. Donc il y a des droits français. La rédaction officielle des coutumes, au XVIe siècle... Le droit est coutumier. Voilà, consacre la diversité du droit positif qui est appliqué dans le royaume de France. Il y a des droits. Alors, nous avons évoqué tout à l'heure l'idée du contrat. Je souhaiterais que nous évoquions l'idée d'une monarchie consensuelle. Que signifie cette expression consensuelle, une monarchie consensuelle? Ça veut dire des modes de gouvernement qui impliquent la consultation, la négociation, le consentement, dans des conceptions selon lesquelles ce qui n'est pas conforme au droit est sans valeur, quelle que soit l'autorité dont émane un commandement, et dans lesquelles on considère qu'une disposition a vocation à être appliquée si elle est applicable. Et si elle n'est pas applicable, elle est nulle et non avenue. Donc on a tout un ensemble de procédures à tous les échelons du fonctionnement politique dans lesquelles se réalise concrètement la consultation, le débat, la recherche de l'accord, ce que j'appelle consensus. Ça va du Conseil royal jusqu'aux assemblées de quartier qu'on réunit à Paris à un moment donné, parce que le roi de France demande un impôt aux Parisiens, alors on présente la demande dans des assemblées de quartier et on discute. Cette relation gouvernée et gouvernant est absolument essentielle au quotidien dans la construction de l'État. Elle est l'État. Elle est un élément du fonctionnement de l'État. Mais elle nous rappelle que parler de construction de l'État peut faire oublier que la formule incite à regarder les événements depuis leur point d'aboutissement. Or, regarder les événements depuis leur point d'aboutissement n'est peut-être pas la meilleure façon de comprendre la façon dont les contemporains les ont vécus. Il est parfois utile d'inverser la perspective et de les regarder non pas depuis leur point d'aboutissement, la construction de quelque chose, mais à l'inverse, depuis la situation antérieure, et se poser la question de savoir comment les contemporains ont apprécié certaines innovations. Je ne vous surprendrai peut-être pas en vous disant qu'ils ne les ont pas toutes appréciées et qu'ils n'ont pas eu sur toutes une appréciation positive. On va y revenir. Quelles sont les conséquences du consentement? Vous développez l'idée de justice, le bien commun. Ce sont des concepts qui doivent être précisément une réalité dans l'exercice du pouvoir. Ils sont une réalité dans la mesure où ils sont censés justifier l'existence de l'action politique qui est censée poursuivre le bien commun. On considère qu'une loi, pour mériter le nom de loi, doit être ordonnée au bien commun. Et il y a là une différence fondamentale avec des conceptions postérieures, et parfois très postérieures, dans lesquelles ce qui qualifie la loi comme telle est l'identité de l'autorité dont elle émane. Il n'est pas question là de l'identité de l'autorité dont émane la loi, il est question de sa substance. Elle est ou elle n'est pas ordonnée au bien commun. Si elle n'est pas ordonnée au bien commun, elle est nulle et non avenue. Ce qui signifie que le monarque possède à la fois des droits, mais aussi des devoirs. Est-ce qu'il n'a pas davantage de devoirs que de droits? Il a autant de devoirs que de droits, et même peut-être davantage. Après, dans la pratique politique, il y a entre des monarques différents des pratiques politiques qui sont différentes. Mais dans un cadre
qui s'impose à tout monarque et qui est déterminé par les conceptions que partagent ses contemporains. Quand les contemporains pensent tous que toute disposition que nous appellerions législative doit être ordonnée au bien commun, alors c'est un cadre qui s'impose au monarque. Parfois on peut le contourner. Quand on le contourne de façon un peu trop visible, on s'expose à des conséquences politiques qui peuvent être graves. Peut-être nous allons citer des noms, si vous le voulez bien. Bon, la période est très longue, 1380 à 1715, mais sur la période médiévale, quels sont les rois les plus déterminants dans l'élaboration, la construction de l'État monarchique en France? Est-ce Charles VII qui est très décrié, qui a été réhabilité par Philippe Contamine, et puis encore dernièrement par Amable Sablon du Corail dans son livre sur la guerre de Cent Ans, ou est-ce par exemple un Louis XI? Je vous avoue que je suis assez dubitatif devant les entreprises qui se présentent comme cherchant à réhabiliter tel ou tel, comme si fondamentalement l'opinion que l'on a sur l'action de tel ou tel individu devait être quelque chose qu'il faut retenir, dont il faut s'informer, qu'il faut ensuite corriger parce qu'on veut réhabiliter. Je crois qu'il y a là-dedans une espèce de vanité, en même temps qu'une importance attachée à l'action individuelle et aux motivations de tel ou tel monarque, qui certes ne manque pas d'intérêt, est un objet légitime d'investigation, mais conduit à un peu trop passer sous silence les cadres dans lesquels s'inscrit nécessairement l'action. Celui qui est roi n'opère pas dans le vide. Il opère dans un cadre déterminé par les conceptions de ses contemporains, par les pratiques politiques qui sont usuelles et qui par conséquent sont considérées comme la norme par tout le monde. Et par ailleurs, son action tient compte d'un rapport de force qui est susceptible d'évoluer. Donc, pour répondre à votre question, sans chercher à critiquer ou à réhabiliter tel roi, ce que je ne juge pas, à vrai dire, déterminant, je vous dirais que le souverain le plus important a sans doute été Louis IX. Parce que Louis IX a initié des réformes de la procédure judiciaire, applicables d'abord dans le domaine royal, qui ont été déterminante dans l'évolution de la conception que l'on se fait de ce qu'est un roi. S'il n'y avait pas Louis IX, il n'y aurait pas pu y avoir Charles VII, ni d'ailleurs Louis XI. Louis XI n'est pas pensable s'il n'y a pas Louis IX avant. Louis IX introduit dans le domaine royal la procédure de l'enquête par témoin. Sous Louis IX, la cour réunie pour siéger en Parlement évolue pour donner naissance à ce qu'on appelle plus tard le Parlement, c'est-à-dire celui de Paris, celui du roi, et qui est une cour d'appel pour l'ensemble du territoire de souveraineté du roi de France. Et par conséquent, le Parlement juge en appel des cas, et de ce fait, cet organe qui devient une cour de justice peuplée de juristes professionnels, se trouve avoir sur l'interprétation du droit, et donc des coutumes, une influence considérable, et de plus en plus à l'échelle du royaume. Et puis Louis IX, dans la conception qu'il se fait de son rôle, insiste beaucoup sur la dimension sacrée du pouvoir royal. Et si on ne voit pas ça, on a du mal à comprendre le recours plus ou moins voyant que fait un Louis XI à la notion de lèse-majesté, qui elle-même a une histoire. Donc, indépendamment des gentils et des méchants, de ceux qui ont basculé, si j'ose me permettre, cette référence du côté obscur, et les autres, il y a de telles évolutions de fond qui rendent quelque chose possible ou pas. Alors il y a une chose sur laquelle vous arrêtez qui est très intéressante, c'est que bien évidemment l'État a des difficultés, il doit faire face à des forces que l'on va appeler centrifuges, mais il fait face aussi à une force qui est un peu nouvelle, que décrivait un certain Bernard Guenet, le regretté Bernard Guenet, c'est le scepticisme, c'est l'opinion publique qui naît précisément à cette époque. Oui, même si l'emploi de l'expression opinion publique est anachronique. Est anachronique, d'une part,
et d'autre part peut susciter des réserves car elle fait référence forcément à des modes de formation et à des instruments de mesure qui n'existent pas au Moyen-Âge ou qui sont extrêmement différents. Ce qui naît de façon visible, c'est la préoccupation de ce que pensent les gouvernés. Ça, c'est d'une évidence absolue. Mais ce qu'on appelle l'opinion se forme selon des canaux qui sont différents, et cela constitue pour les gouvernants un problème considérable dans la mesure où c'est très difficilement mesurable. Justement, dans l'ouvrage, je cite un exemple qui m'a paru frappant, c'est celui d'une ordonnance de 1356 qui instaure un impôt après accord des représentants à une assemblée d'État de la Languedoc, et l'ordonnance précise bien que l'impôt a été accordé par les représentants réunis en assemblée, mais que quant à savoir ce qu'en pensera le peuple, personne n'en sait rien. Et c'est là qu'est le problème politique. Cela compte de plus en plus, mais c'est très difficilement mesurable. Mais ça compte. Et énormément de procédures en témoignent, certaines très visibles, et qui était très visible par les populations. Par exemple, la pratique de communiquer par des lectures publiques des documents importants à des gens que l'on a rassemblés exprès pour ça, pratique qui était courante dans les villes. Quelqu'un monte au balcon de l'hôtel de ville et donne communication d'une lettre, d'un prince, du roi, de quelque chose qui invite à des décisions, d'une demande, et puis devant, il y a l'assemblée des habitants qui est réunie. Donc, quand on voit ce type de choses, on comprend qu'il y a une préoccupation de l'opinion. Ou quand on voit des personnages qui jouent un rôle politique très important, des princes, prendre la parole en public devant des assemblées d'habitants. Alors, justement, vous évoquiez les impôts, il y a, et ça sera ma dernière question, il y a un tournant qui est extrêmement important dans l'histoire politique et économique de la France, c'est que le roi ne peut plus vivre du sien, selon l'expression consacrée, vivre du sien, c'est-à-dire qu'il ne peut plus vivre de ses propres revenus, ce qui, au fond, nous amène à la naissance de l'imposition. Tout à fait, et c'est une réalité. Le roi ne peut plus vivre de ses revenus dits ordinaires, c'est-à-dire ceux du domaine royal, ce qu'on appelle le sien, depuis le tournant des XIIIe et XIVe siècles. Mais si vous vous placez dans la première moitié du XVIe siècle et que vous regardez les préambules des ordonnances royales, vous y verrez toujours que le roi sollicite de la bienveillance de ses sujets, qu'ils veulent bien l'aider dans ses devoirs en acceptant un impôt, et vous n'avez jamais dans ces préambules la moindre menace en cas de refus. En un sens, on peut dire que de ce point de vue-là, nous avons un phénomène qui est très ancien parce qu'il résulte de la croissance économique et de la diffusion de l'économie monétaire. Cette diffusion de l'économie monétaire donne une importance beaucoup plus grande à la monnaie. Or, la monnaie est la chose du prince, qui peut en tirer profit en faisant des mutations monétaires. Et depuis le XIIIe siècle, s'est imposée l'idée que si les sujets acceptent de payer une taxe en contrepartie de l'absence de mutation monétaire, alors tout le monde est content. Le prince, au sens de Machiavel, le prince avec un P majuscule, a l'argent dont il a besoin, et la communauté politique est fournie en une monnaie stable. Et cette stabilité de la monnaie est ce que tout le monde recherche. Tout ça n'est pas possible avec la guerre. Parce que la guerre impose des dépenses considérables et rend le problème tellement aigu que l'impôt connaît un accroissement, un développement, il y a davantage d'impôts, il y a une généralisation, etc. Mais dans un cadre de pensée qui rend encore assez douteux, jusqu'au début du XVIe siècle, le droit du roi à percevoir de l'argent sur la propriété de ses sujets, étant bien entendu que la souveraineté n'est pas la propriété, et qu'être le souverain ne signifie pas qu'on est propriétaire du bien d'autrui. Le roi n'est pas propriétaire du bien de ses sujets. Donc qu'il puisse les taxer est quelque chose qui ne va pas de soi. Les Français s'y sont habitués, bon gré mal gré. Heureux temps. Si tant est qu'il le soit vraiment. En tout cas, il proteste moins qu'avant.
Merci beaucoup Thierry Dutour d'être venu à notre micro. Vous êtes co-auteur de La construction de l'État monarchique en France de 1380 à 1715, co-auteur avec Gauthier Mingou et Pauline Valade. Donc ce livre paru chez Armand Collin et qui rentre dans le cadre de la question du CAPES et de l'agrégation. Si vous n'avez pas écouté l'émission avec Michel Figeac, enregistrée la semaine dernière, n'hésitez pas à l'écouter dans nos archives et je recevrai la semaine prochaine pour l'époque moderne, Pauline Valade. Merci beaucoup. Je vous remercie, moi aussi, d'avoir bien voulu d'inviter les co-auteurs et le directeur de cet ouvrage, et j'espère que le compte-rendu que nous en faisons intéressera vos auditeurs. Merci beaucoup, et donc, chers auditeurs, chers fidèles auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des cours d'histoire.